Propaganda, de la propagande d'Edward Bernays, ou Comment manipuler l'opinion publique en démocratie. 5. L'entreprise et le grand public. Les liens entre le monde de l'entreprise et l'opinion publique ont commencé à se resserrer il y a un peu plus de 10 ans. Il écrit en 1928. À l'heure actuelle, l'entreprise traite le grand public en associé. Cette situation tient à des causes multiples, économiques pour certaines et pour d'autres, dues à l'intérêt généralisé que suscite l'entreprise, au fait aussi qu'elle est mieux comprise que par le passé. Les entreprises ont en effet réalisé que leur relation avec le grand public, loin de se limiter à la fabrication et à la vente de produits donnés, leur imposait de se vendre elles-mêmes avec tout ce qu'elles représentent dans l'esprit des gens. 20 ou 25 ans plus tôt, elles géraient leurs affaires sans se soucier de l'opinion. S'ensuivit une période de scandale, au cours de laquelle celles qui se retrouvèrent sur la sellette se virent accusées d'innombrables péchés qu'elles n'avaient pas toujours commis. Devant cette vague d'indignation collective, les grandes firmes durent renoncer à soutenir que leurs affaires ne regardaient qu'elles. Si aujourd'hui elles et d'autres tentaient de bâillonner l'opinion, la réaction à laquelle on a assisté il y a 20 ans se reproduirait et l'opinion se dresserait contre l'entreprise pour essayer de l'étrangler avec des lois restrictives. Les milieux d'affaires sont bien conscients de la prise de conscience du public et cette situation encourage une coopération saine. Le resserrement des liens s'explique aussi indubitablement par les divers phénomènes auxquels donne lieu la production de masse. Celle-ci n'est rentable que pour autant qu'elle soutienne son rythme. Autrement dit, continue à vendre ce qu'elle fabrique en quantité constante ou croissante. En conséquence, contrairement à ce qui se passait il y a un siècle, quand la demande créait l'offre de par les méthodes artisanales d'un système de production organisé en petites entités, de nos jours, c'est l'offre qui doit s'efforcer de créer une demande à sa mesure. Un industriel potentiellement capable de fournir un produit précis à tout un continent ne peut pas se permettre d'attendre le client. Au moyen de la publicité et de la propagande, il s'efforce de rester en contact permanent avec le grand public, de façon à créer une demande continue sans laquelle son usine coûteuse ne dégagerait pas de profit. Cela suppose un système de distribution infiniment plus complexe qu'autrefois. Tout le problème aujourd'hui est d'élargir la clientèle et à cette fin, l'industriel doit connaître en profondeur non seulement son activité, la fabrication d'un produit particulier, mais aussi la structure, la personnalité, les préjugés d'un public potentiellement universel. Une autre raison tient aux améliorations apportées à la technique publicitaire, tant sur le plan quantitatif, la taille de la population à qui s'adresse le message imprimé, que sur le plan qualitatif, les méthodes d'annonce. Grâce au développement de la presse quotidienne et autres, qui bénéficient de tirages à plusieurs millions d'exemplaires, grâce aussi à l'art du publiciste moderne, dont les messages imprimés sont à la fois attrayants et persuasifs, l'industriel contemporain arrive à nouer une relation personnelle avec un public immense et très diversifié. La politique générale de l'entreprise obéit à un autre phénomène typiquement moderne, à savoir la concurrence qui oppose désormais certaines firmes au reste d'un secteur industriel dont elles font partie intégrante. Il faut également mentionner la compétition apparue entre des industries entières qui rivalisent pour le porte-monnaie du consommateur. Lorsque, par exemple, un fabricant de savon affirme que son produit maintient jeune, il s'efforce manifestement de changer le mode de pensée collectif à propos du savon en général, sujet d'une extrême importance pour l'industrie dans son ensemble. Ou encore, lorsque l'industrie du mobilier métallique cherche à convaincre le public qu'il vaut mieux acheter ses produits plutôt que des meubles en bois, elle ambitionne sans contredit de changer les goûts et le mode de vie de toute une génération.
Dans un cas comme dans l'autre, l'entreprise tente de s'immiscer dans les existences et dans les habitudes de millions de gens. La dépendance de l'entreprise à l'égard de l'opinion va plus loin encore. Du fait de l'accroissement de la richesse en Amérique et de sa répartition toujours plus large, aujourd'hui, des milliers de personnes ont les moyens d'investir en bourse. Le lancement d'actions ou d'obligations nouvelles devient dès lors la clé du succès d'un secteur commercial en pleine expansion. Mais il ne donnera les résultats escomptés que dans la mesure où les sociétés émettrices de ces titres auront compris comment gagner la confiance et l'enthousiasme du grand public. L'entreprise doit s'exprimer et affirmer son image de marque pour qu'à leur tour les actionnaires potentiels la comprennent et l'acceptent. Elle doit révéler sa personnalité et interpréter ses objectifs en chacun des points où elle entre en contact avec la collectivité ou la nation dont elle fait partie. Une compagnie pétrolière qui a vraiment saisi toutes les facettes de sa relation avec l'opinion mettra en avant la justesse de sa politique de l'emploi en sus de la qualité de son pétrole. Une banque s'emploiera à démontrer non seulement que sa gestion est plus sûre parce que conservatrice, mais aussi que ses administrateurs sont des gens estimables dans la vie publique comme dans la vie privée. Un magasin spécialisé dans la mode masculine s'efforcera d'exprimer par sa décoration intérieure l'authenticité des vêtements qu'il propose. Une boulangerie industrielle insistera sur l'hygiène de ses processus de fabrication, non contente d'envelopper ses produits dans un papier qui les protège de la poussière et d'ouvrir son usine aux inspections. Elle veillera à la propreté et à l'élégance de ses véhicules de livraison. Une entreprise de bâtiment aura à cœur de faire savoir au public non seulement que ses constructions sont solides et fiables, mais aussi que ses employés sont indemnisés s'ils se blessent sur un chantier. Sur tous les aspects de son activité qui touchent la conscience collective, l'entreprise s'attachera donc à donner à ses relations publiques un caractère particulier en accord avec les objectifs qu'elle poursuit. De même que le directeur de la production ne doit rien ignorer de la composition des matériaux avec lesquels il travaille, de même, il est impératif que le responsable des relations publiques d'une firme connaisse en profondeur la composition du grand public, ses préjugés et ses lubies, et qu'il traite les problèmes qui lui sont soumis avec une attention sans faille. L'opinion a ses propres règles, ses exigences, ses habitudes, et autant on peut essayer de les modifier, autant il serait périlleux de les contrer. Jamais une génération de femmes ne se laissera convaincre de revenir aux jupes longues, mais en passant par les arbitres de la mode, sans doute pourra-t-on les amener à porter des robes du soir plus longues, derrière que devant. Le grand public n'est pas une masse amorphe, modelable à volonté, qui exécuterait aveuglement les ordres venus d'en haut. Il a sa propre personnalité, comme l'entreprise a la sienne, et l'enjeu consiste justement à les amener sur un terrain d'entente. Le conflit et la suspicion leur portent tort à tous deux. L'entreprise moderne étudie donc les conditions qui permettront de rendre le partenariat souhaité à la fois cordial et réciproquement bénéfique. Elle s'explique publiquement, elle détaille ses buts et ses objectifs dans des termes compréhensibles pour l'opinion et donc susceptibles d'emporter son adhésion.